C'est la région de l'Entaille. C'est la région des Entailles. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue à cette rencontre avec Annette Messager qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir à Perpignan. Annette Messager qui est à la fois artiste bien sûr, et qui a publié de nombreux livres dont vous pouvez en consulter certains en bas, notamment ceux des éditions Dilecta. Voilà, peut-être d'ailleurs c'est un sujet qui pourra être abordé. On est ravis de vous accueillir. Merci. Annette recevra un prix ce soir pour son travail, justement pour son œuvre. Et elle discutera donc à l'instant avec Chiara Parisi qui nous fait aussi l'amitié de revenir, puisque Chiara était là déjà l'année dernière et j'espère qu'on vous reverra toutes les deux encore à Perpignan. Voilà, je vous laisse la parole pour une quarantaine de minutes. Je sais qu'il fait un petit peu chaud, voilà. Demandez le silence le plus absolu, parce que moins on s'agite, moins on a chaud d'ailleurs. Et voilà. Et je laisse la parole à Annette Messager qui ira par ici. Merci Sébastien. Bon, je commence, tu commences. Alors Annette dit qu'elle souffre beaucoup le chaud, mais... Je ne veux pas voler l'éventail parce qu'en fait, j'étais une voleuse. J'ai volé beaucoup de livres. C'est même la seule chose que j'ai volée dans ma vie. Mais avant, il n'y avait pas de code barre, les musées, tout ça, je ne faisais pas du tout attention. Et j'avais peu de moyens, donc effectivement, j'ai volé beaucoup de livres. Notamment les cahiers de l'art brut de Dubuffet. Et d'ailleurs, on me les a volés. Donc c'est injuste. C'est-à-dire que je les ai prêtés et je savais qu'en les prêtant, je faisais une bêtise et on ne me les a jamais rendus. Je pense que moi, j'ai un rapport très, très sensuel avec le livre. Je veux dire, très intime et très personnel. Un livre, c'est à moi, c'est mon livre. J'aime bien parce qu'il y a des livres pour enfants. J'en avais fait un d'ailleurs où derrière il y a écrit « Ce livre m'appartient » avec le nom de la personne. J'avais repris ça une fois dans un livre pour un dos de couverture. Oui, je crois que j'ai un amour du livre et du papier. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien faire des dessins parce que c'est du papier. Et le livre, par rapport à des œuvres plastiques, des pièces murales ou des sculptures, le livre, on le touche, on le manipule, on passe avec le doigt mouillé. Enfin, c'est un côté vraiment sensuel pour moi. Et donc, ces livres, c'est à moi. J'aime bien offrir un livre, mais pas les prêter. Est-ce qu'Annette, tu as cette passion pour les livres, tu l'as eu à un moment que tu as commencé ces 60 albums en 72 à 75. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, toute cette série d'albums que tu fais des années 70, c'est parti cet amour pour les livres, les éditions Oui, je crois que j'étais une petite fille assez solitaire et avec beaucoup de livres, dans ma chambre, beaucoup comme ça de choses où je pouvais me raconter des histoires. Mais j'ai un rapport brutal au livre, c'est-à-dire que ce que je ne fais pas en ce moment, mais quand je partais en voyage, je coupais le livre, parce que c'est trop lourd. C'est affreux. Moi, tous les gens qui ont vu mes livres en voyage sont horrifiés. C'est-à-dire que je sais que je ne lirai pas plus de 20 pages, donc j'arrache 20 pages du livre. Donc mon livre si c'est un gros livre, il est en 10 morceaux, en 10 voyages. Et puis, ce qu'on ne peut pas faire avec une tablette, j'écris dessus, je souligne, c'est affreux. Enfin, je veux dire, c'est ma chose, le livre. Donc, je le maltraite. Et après quelques années, quand je retrouve, je me dis, mais pourquoi j'ai souligné ça? Et si j'ai pas d'autre papier, je fais un petit croquis dessus. Si j'ai une vague idée, faut pas qu'elle s'échappe. Hein.
c'est fragile, les idées, les quelques idées. Donc, c'est très différent un catalogue, comme nous savons, puisque nous avons fait un catalogue livre ensemble. Oui, parce que oui, non, tu voulais poser une question que par rapport au catalogue, par rapport à une autre chose que j'ai trouvé là avant de venir ici, que c'est proche d'entre un catalogue et livre d'artistes. Mais c'est vrai qu'avec Annette, on a ouvert un cycle d'exposition à la Villa Médicis. Hein. On a fait une exposition à la Villa Médicis et c'était février. Et Annette était très triste parce qu'elle avait terriblement froid. Il ne supportait pas qu'il fasse si froid à Rome. Elle a terriblement chaud. Et il a fait une exposition vraiment très belle. Vous ne l'avez pas vue parce que c'était à la villa. Elle avait fait une exposition magnifique à l'intérieur et aussi dans les jardins. Et une des œuvres aussi qu'elle a conçues pour la Villa Médicis, la fontaine en face de la contrefaçade, que c'est un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Elle avait habillé cette fontaine des serpents. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Mais les catalogues, on n'a jamais... C'est vrai, on a fait un catalogue et conçu comme une moitié un livre, un catalogue iconographique, et l'autre moitié un carnet. Et on n'a jamais pu parler parce que c'est vrai que l'exposition était très intense, on a passé beaucoup de temps à la Villa Médicis, et les catalogues est sorti dans le même temps que le vernissage, mais on n'a jamais pu parler de ces catalogues, de l'édition en soi. Il y a des images dans cette carnet qu'elle a conçu, des images où on voit Bertrand Lavier ou Catherine Terre. Ah, il n'y a pas de nom. Oui, ok, excusez-moi. Okay. Il y a des personnalités qu'on peut reconnaître. Les deux, non. Mais après, surtout, je ne voulais ne parler pas de ça. Il y a des références à Vladimir Jankovic, je prononce mal, et Madame de Coudray. Ah oui. Alors ça, c'était passionnant parce qu'on n'a jamais parlé. Pourquoi elle se retrouve là avec... c'est quoi ces références liées à ton travail aussi? En fait, quand Chiara m'a proposé cette exposition, vous voyez comment elle parle très vite, et elle fait les expositions très vite aussi. Et le catalogue a été conçu très, très rapidement. Magnifique. Et il y a une chose qui me terrifie dans les catalogues ou les livres, c'est les graphistes. Les graphistes, parfois, je les hais. Il y en a sûrement ici. Non, parce qu'un bon graphiste doit être, justement, il doit être... enfin, c'est un travail ensemble, bien sûr, quand on fait un livre avec le graphiste, d'accord. Mais celui-là de la Villa Médicis, je l'ai haï. Et donc, elle était l'intermédiaire, si je puis dire, la messagère entre le graphiste et moi. Je ne voulais plus lui parler par mail, ni quoi que ce soit. Il avait fait la pagination des lettres de 5 cm. Sur un catalogue qui était, ça faisait 30 cm, je crois, en noir. C'est-à-dire qu'on ne voyait que ça. On met une image à côté, elle est ridicule à côté de ces 5 cm. Et il tenait beaucoup à sa pagination. Je trouvais ça très beau. Mais moi... Ah ben, j'ai dit, je ne le fais pas. Non, en fait, bon, j'ai fait beaucoup de catalogues et puis... Ça, les catalogues, on ne maîtrise pas. C'est le conservateur qui vous demande. On travaille ensemble un peu, mais enfin. Mais j'avais envie que ce soit à la fois plus intime, plus de tout le temps, mettre des reproductions des œuvres. Et puis souvent, donc une petite chose, elle est reproduite très grande, et une grande chose est reproduite petite. Évidemment que ce ne sont pas les œuvres qui sont reproduites, ce ne sont pas les pièces, c'est autre chose. Mais parfois, c'est un non-sens, c'est un non-sens. Et donc, je me suis dit, je vais faire une sorte de journal intime. Je prends beaucoup de photos par téléphone, j'ai beaucoup de cahiers où je griffonne. Et donc, tout ça s'est fait vraiment dans l'urgence. Et des photos, j'ai mélangé des photos d'amis, de lieux. Par exemple, il y a une photo où on voit écrit Calais avec la flèche qui indique la ville de Calais. Personne ne comprend pourquoi il y a cette photo. C'est une amie qui me l'a envoyée. Mais je venais de faire une exposition à Calais et puis c'était la plus difficile exposition que j'ai faite. Beaucoup plus difficile qu'à New York, que j'ai fait après parce qu'il y avait tous les migrants et donc j'hésitais. C'était dans 2 musées. Puis à un moment, je dis, mais t'es complètement folle. C'est au contraire une ville qui a besoin de culture, qui a besoin de... Au contraire, pourquoi on les priverait en même temps de musique, de théâtre
Donc, au contraire, je l'ai fait, je me suis donné beaucoup de mal, mais c'était très, très, très difficile, même dans le choix des pièces. Et il y avait une pièce avec les trois pantins PQ, où c'est des petits personnages en tissu et qui ont un rouleau de papier hygiénique autour du cou qui pend, mais d'une manière, je suis quand même artiste, minimale. Donc, ces petits personnages très moches, mal foutus en tissu. Et puis ce déroulé de papier peint bleu, jaune, et qui bouge avec comme ça les courants d'air ou les gens qui passent. C'était un peu... Donc effectivement, oui, Madame de Coudray était une sage-femme au XVIIe, et les enfants, les bébés mouraient en naissant parce qu'il n'y avait aucune éducation dans les campagnes, etc. Donc cette femme a décidé de coudre des bébés et de montrer l'anatomie de la femme et comment il sort du vagin, etc. Donc il y a un musée qui a gardé tout ça, ça existe toujours. Donc j'ai reproduit des photos de ça, ça passe de ça en Lituanie, il y a des collines de croix qui sont contre l'Empire russe, mais des forêts de croix, et c'est très très beau. Je ne les ai jamais vus, hein, tout ça. J'ai tout piraté, je ne l'ai pas dit à Rome parce que vous auriez pu avoir des ennuis avec toutes les photos que j'ai piratées. Les fémènes, les photos des fémènes, tout ça c'est piraté. Hein. Les fémènes, ils t'ont pris comme un peu de référence, non? Il y a un an, ils t'ont appelé. C'était quoi l'histoire des fémènes qui t'ont appelé Ah non, les fémènes ne m'ont pas appelé du tout. Non, pas du tout, du tout. Non, en fait, j'ai fait beaucoup il y a longtemps des dessins sur le corps, etc. Et puis, j'ai vu beaucoup dans la presse des images des fémènes, comme ça, avec des revendications sociales, politiques. Et ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu, c'est que c'est très stupide de juste montrer ses seins, écrire quelque chose dessus, et ça fait hurler beaucoup de gens, on leur tape dessus, etc. Et ces femmes sont courageuses, hein, on ne peut pas être féminine comme ça, il faut avoir un entraînement de gymnastique pour pouvoir se défendre. Elles sont attaquées, et pour moi, c'est un nouveau féminisme où elles sont fières, elles sont tout à fait insolentes, elles sont fières de leur corps, elles le montrent. Donc ça a été pour moi un point de départ de dessin, où je suis partie de photos de presse. Et puis ça a évolué un peu, et beaucoup d'utérus que j'ai mis aussi, que j'ai fait en papier peint à la Villa Médicis. Donc souvent, enfin parfois il y a un point de départ comme ça. Je crois qu'il y a Grégoire Robin qui est là. Et j'étais dans un aéroport et j'attendais un avion, et puis j'ai vu interdit de ceci, interdit de cela. Enfin, je me suis dit, tout était interdit ici, c'était en Amérique. Et puis je suis rentrée à Paris, donc j'ai fait des photos. Je suis rentrée à Paris, pareil, je rentre dans un musée, interdit d'avoir une bouteille, interdit de fumer, évidemment, interdit de tout, quoi, interdit de respirer presque. Et donc j'ai commencé à regarder, et ça c'est la force d'Internet, c'est que j'ai tapé interdiction dans le monde et j'en ai trouvé. Donc par rapport à mai 68 où il était interdit d'interdire, qui n'a pas une phrase d'étudiant d'ailleurs, mais c'est Jean-Yann, paraît-il, qui lui a dit, il y a des étudiants à Paris qui manifestent, il est interdit d'interdire, et hop, ça a été repris. Et donc, monsieur Grégoire Robin a fait un petit livre avec les interdictions. Et vu que tu parles de Grégoire... J'en ai fait plusieurs avec lui. Hein. Oui, parce qu'il y avait ces livres aussi qu'après a publié, je pense en 2007, il y a 10 ans, de Glecta, que tu avais fait avec John Amleder, La femme, eux. Ah oui, ça, c'était pas il y a 10 ans. Hein, non, l'autre siècle. Oui, c'est son livre qui marche le plus, parce que quand il y a des nichons, là, ça marche. Ça s'appelle La femme et c'était des photos d'une femme, je ne dirais pas qui,
et qui a des dessins sur le corps que j'avais fait et qui sont refotographiés. Donc ça allait d'un squelette. C'était quand? C'était en... Il sera mieux que moi, Dilecta. Je pense que c'est avant moi. 75, bravo. Donc, c'était pas du tout... longtemps avant, je m'étais intéressée au tatouage, au marquage du corps. Et personne n'était tatoué. Hein. Je voulais faire un livre là-dessus, mais comme je suis paresseuse, je ne l'ai jamais fait. Mais un éditeur m'avait dit, oui, c'est un grand spécialiste des tatouages qui était à Lyon, qui avait des morceaux de peau, enfin, bon. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous êtes drôle parce qu'il y a une danse des éventails. C'est assez joli, un spectacle, une performance des éventails. Tu voulais parler de la femme de parler de cette édition. Voilà. Donc un jour, il y a un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, je suis éditeur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Mais il était mignon, jeune. Il avait la voix de quelqu'un que je connaissais, ce qui m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, il avait presque la même voix. J'ai appris que c'était quelqu'un de sa famille, d'ailleurs, que je connais bien. Et il m'a dit, je voudrais faire un livre, je crois que c'était Les Pensionnaires, n'est-ce pas? Les Pensionnaires. Bon, je me suis dit, il est sympathique, il est mignon. Allons-y, voilà. Et ça a été le début de quelques livres ensemble. Et donc, oui, les livres d'artistes sont différents parce que là, c'est vraiment l'artiste qui intervient, j'ai fait plusieurs livres, 2 livres avec Actes Sud. J'ai fait un catalogue avec eux et puis 2 livres d'artistes comme ça. Et je me souviens d'ailleurs, mon premier catalogue, c'était en 72 ou 73 à Munich, dans un musée. Je ne sais même pas ce que c'était que faire un catalogue. Et j'avais tout écrit à la main, parce que pour moi, un catalogue, c'était intime. Donc j'avais tout écrit, le catalogue. Après, le curateur, il m'a dit, mais c'est pas vraiment un catalogue, ça, Annette. Et puis après, le directeur du musée a trouvé ce catalogue tellement moche qu'il a tout jeté à la poubelle. Donc, il en reste quelques-uns qui sont très recherchés parce qu'il a tout foutu à la poubelle. C'est ma première exposition. Bon début. Les travaux bloqués en douane, je me souviens. Et le catalogue, le directeur ne voulait même pas me parler, me détestait. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui exposaient à ce moment-là. C'est plus en Allemagne d'ailleurs, beaucoup plus qu'en France. Et donc Chiara fait des expositions à la Villa Médicis. Avec des femmes. Et j'ai dû convaincre Annette à commencer les cycles. Je ne suis pas du tout pour les expositions de femmes, mais alors pas du tout. Je trouve que c'est un ghetto. Voilà, non, pas non, l'exposition non, uniquement pas des contre femmes. les femmes. Mais je pense qu'il y a eu assez de ghettos. En fait, on veut classer. C'est tellement plus facile de classer les gens maintenant par genre, par sexe, voilà. Et ça me plaît pas du tout. Mais faire des expositions aussi à la Villa Médicis pendant tellement des années, il y a eu un directeur comme Balthus aussi tu as fait que la présence aussi des femmes était très limitée, même 350 ans d'histoire de l'histoire de la Villa Médicis, la présence des pensionnaires femmes est très limitée. Et toi, tu vas mettre ton papier peint. Et je crois que c'était la première exposition de monographie d'une femme artiste à la Villa. Je crois qu'elle m'avait dit. Oui, c'est absolument vrai. Même par exemple, ils l'ont fait à Rodin, mais ils n'ont jamais fait Camille Claudel, non, voilà, non sais. Mais toi, c'était un plaisir quand tu as fait ton papier peint d'utérus dans l'atelier de Balthus. C'était très réussi, c'est une nécessité. Ben oui, parce qu'en dehors de la villa, donc Chiara, vous savez, elle tient quand elle a une idée derrière la tête. Et donc elle m'a dit, je veux que tu fasses quelque chose dans le jardin. Enfin, elle ne lui a pas dit, je veux, Annette, ça serait bien, gna gna gna. Et puis j'avais un vague projet, puis je trouvais qu'à la villa ça ne suivait pas, parce que moi je ne savais pas qui était mon interlocuteur. Au début c'était la villa, Chiara, et en fait c'était que Chiara et les gens qui travaillent avec elle, pas la villa.
Et donc le projet de fontaine, j'ai dit moi je fais plus, ça va être nul, ça va être... Donc elle a insisté, mais non Annette, alors j'ai dit je signe pas le contrat, si ça me plaît pas, on le retire, Mais oui Annette, mais oui, on fera ce que tu voudras. Donc, et en fait... en fait, parce que j'avais fait un spectacle pour un opéra comique, La Double Coquette, où à un moment, j'avais fait les costumes. La femme, une sorte d'enjôleuse, je l'ai fait jouer avec une sorte de châle qui est un serpent en plastique d'1,50 m que j'avais acheté par Internet. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça serait bien, ces serpents qui sont en caoutchouc, crachent de l'eau. Parce que cette fontaine, en réalité, moi, je la trouve médiocre à la Villa Médicis. La célèbre fontaine à la Villa Médicis. Oui, mais non, mais c'est très grandiose. Et je crois qu'il y avait, à l'époque, beaucoup de verdure. Voilà, donc elle était plus mystérieuse. Et là, elle est un peu bêtasse. Excusez-moi. Donc, Donc, je crois qu'il y en avait au moins 70 entrelacés et qui crachent de l'eau. Et en fait, ça s'intégrait tellement, ces bouts de plastique. J'étais vraiment la première étonnée. Hein. Ça, elle est restée là, elle est encore là. Elle est tellement exceptionnelle que le public n'arrive pas à faire la différence entre la fontaine de la Renaissance, aux maniéristes, et cette présence contemporaine. Ils brûlent un peu avec le soleil, les serpents. Ils se décomposent. Donc, ils en rajoutent de temps en temps, mais on va arrêter. Et il y a un Hermès aussi. Et donc, un Hermès, c'est un messager aussi. Et je lui ai mis une chevelure, parce qu'il est très mignon, assez féminin, comme ça, tout nu. Il a une jambe en l'air. Et donc, il a un geste très, très joli. Et je lui ai mis une chevelure, donc avec le vent, la chevelure un peu... Et puis, je voulais tailler... il y a beaucoup de comment t'appelles ça, des haies, c'est du buis, comme ça, en labyrinthe. Et je voulais tailler un gros escargot, je voulais tailler les buissons. Bon, alors là, ça a été interdit, on ne touche pas aux buissons. Mais Chiara raconte, elle a trouvé un pépiniériste. Les pépiniéristes de la Villa Médicis qui entretiennent ces jardins merveilleux avec ces rosiers, avec tous ces pétales conçus par Balthus. Et là, on a créé des animaux magiques. Donc, quand tu arrivais sur les jardins, tu faisais les galeries à l'intérieur. Elles sont très austères, les galeries, mais Annette, elle avait rendu légère avec des ventilateurs. En fait, le pépiniériste a fait des formes, oui, il y a un bélier, il y a un chien très joli, il y a des cygnes, et donc qu'on a mis dans les buissons. Donc, hop. C'est un paysage fantastique entre la fontaine des serpents, les mercures, que c'est la copie du Gian Bologna, qui tient cette chevelure féminine, et les animaux fantastiques comme ça, les serpents, et tout ce parcours est amené après à l'atelier de Balthus. Et pendant qu'on faisait l'exposition, parce qu'évidemment, il y a le public italien, comme le public international, adore Annette, surtout pour la suite de Venise, du Lion d'Or et tout le succès des casinos. On a trouvé on devait alimenter les discours, on a trouvé pas mal de littérature autour d'Annette à partir des années 70, dont notamment des articles de Umberto Eco et Italo Calvino. Oui. Dès les premières apparitions d'Annette à Milan, dans une microscopique galerie à Milan, c'était passionnant de voir comment Calvino déjà écrivait d'Annette et de tout. Les éditions surtout étaient fascinées évidemment par ça. Et Umberto Eco, et après tu as réinvité à nouveau dans ce sens au Louvre. Oui, en fait, c'est curieux parce que j'ai commencé à exposer en Allemagne et en Italie dans une galerie Diagramma. Et donc mes collections et les proverbes, c'est parce que j'avais cherché des proverbes sur les femmes. Il se trouve que j'en ai jamais trouvé un de positif. Donc j'ai brodé, je voulais que ce soit très, très sage, très justement. Je pense que comme on est dans des vieux pays, c'est pas comme en Amérique, je veux dire, il faut rentrer dans une tradition et montrer qu'elle est, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui va pas. Une fille qui brode 200 proverbes contre les femmes, je sais pas, c'est Dieu, si la femme était bonne, Dieu en aurait pris une. Le sexe de la femme est une araignée, mais il faut toujours en prendre une, parce qu'il faut un enfant. Donc tout vient du diable, sauf ma mère, qui n'est plus une femme. Et je dis,
je me souviens avec les gens qui installaient l'exposition, j'étais étonnée quand même pourquoi ils me demandaient d'exposer. Je ne pas du tout. Mais vous savez, on est quand même un peu étonné parce que c'est vrai, tout ce qu'il y a écrit sur ces proverbes, c'est vrai. Mais une femme qui a écrit ça, en fait, et c'était avant l'ouverture du Centre Pompidou qui a ouvert en 77, mais qui avait des bureaux boulevard Sébastopol. Et il y avait un homme, Blaise Gauthier, qui était formidable, qui s'occupait de littérature, qui était un homme exceptionnel, un peu alcoolique, je dois dire. J'espère que ça n'a pas été... Il m'avait demandé de faire une soirée, il organisait des... Donc j'avais fait une soirée proverbiale. Et à ce moment-là, j'étais fascinée parce qu'il y avait des endroits où les nouvelles, Jenny Holzer n'existait pas du tout, où le journal était comme ça en bandeau lumineux dans Paris, sur la gare Montparnasse en extérieur. Donc je me souviens, monsieur est venu avec une énorme machine et il a programmé. Donc ça passait sur le boulevard Saint-Michel, tous ces proverbes contre les femmes. Et les voitures s'arrêtaient, ça a été un scandale, c'est une honte. Il y en a eu. C'était une soirée proverbiale. Et il y avait Robert Filiou qui était là. Donc j'avais fait chacun devait faire un proverbe, inventer un proverbe. Et donc dans un petit bol, voilà, tous ces proverbes. Et puis j'en ai tiré un. Et en fait, c'était le proverbe de Robert Filiou, qui était « N'est pas con qui veut », que j'ai gardé, que j'ai toujours. Et donc ça, c'était... Parce qu'en France, pour moi, c'était l'endroit le plus dur. J'exposais aux États-Unis, j'exposais... il y avait 2 revues à l'époque, il y avait Art Vivant et Art Presse. Art Presse était totalement opposé à mon travail, et vraiment... Tandis qu'Art Vivant, on a beaucoup soutenu, beaucoup parlé. Et puis, je dois dire, par contre, que Suzanne Paget du Musée de la Ville, elle m'a toujours soutenue. J'ai fait 4 expositions personnelles chez elle. Voilà. Et avant de venir ici, j'ai repris un livre que tu avais fait avec Suzanne Paget, que c'est la Trappe des chimères. Les pièges à chimères. Les pièges, excusez-moi, pas les trappes. Oui, pas terrible. Hein. Ah, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé un chef-d'œuvre. Je ne comprenais pas si c'était un livre d'artiste ou un catalogue. En effet, c'était le catalogue de l'exposition. Oui. Ah non, c'est juste sublime. Ah, tu détestes? Non, je ne déteste pas, mais bon, enfin, c'est pas mon préféré. Hein. Et ton préféré? C'est toujours le dernier, oui, évidemment. Non, je ne sais pas. Et tu n'as pas aimé non plus quand tu as fait, donc c'était l'exposition que tu avais fait à l'Arc dans les années 85, peut-être, c'est là, en 85. Où ça? Là, la trappe des chimères, c'était pour l'occasion de cette exposition. Et tu en as fait une autre après exposition avec Suzanne Paget. J'en ai fait une en 74. Non, à la fin, au Cordelier. Oui, avec parce que le musée était fermé. Oui, avec toute la liste des vents que tu avais fait pour le catalogue, avec cette grande poster. Ça, tu aimes? Tu te rappelles de cette édition? Non. Un poster? Si, tu avais fait un livre affiche, un livre poster. Ça te vient pas? Moi, je te le montrerai la prochaine fois. J'ai adoré ces éditions-là. Je les ai retrouvées pendant que j'ai... Oui, je me souviens du catalogue qui était bien, mais je me souviens pas de... Ah si, oui. C'était dans mon atelier. Oh là là, ça a été compliqué pour le photographe parce qu'il est obligé de photographier un bout sous un autre bout. Enfin, il a fait un montage. J'aimais pas trop le montage. Enfin bref. Oui, je me souviens très bien maintenant, effectivement. On a fait un poster aussi à Rome. Avec la papier peint. Donc oui, j'ai pas fini. Donc on arrive dans l'atelier de Balthus, au fond du jardin, où Balthus, qui était toujours en robe de chambre. Moi, j'avais des amis, les Poirier, qui étaient... J'étais jeune à la Villa Médicis, donc j'ai un souvenir très attendri parce que j'étais allée les voir. Et donc c'est le premier homme qui est allé dans la Lune. Je l'ai vu chez Anne et Patrick Poirier à la Villa Médicis sur une petite télé noir et blanc, grande comme ça. Donc dans ce vieux monde, voir ces hommes arriver sur la Lune, j'ai toujours gardé un souvenir incroyable. Donc Balthus, la Villa Médicis, c'était chez lui. Tout était chez lui.
Et elle allait en robe de chambre dans son atelier, des très belles robes de chambre, hein, très, très élégantes. Et donc, comme j'avais fait beaucoup de dessins d'utérus, c'est comme un vase de fleurs, l'utérus, c'est très joli en réalité. Et je me suis dit, dans l'atelier de Balthus, il y a beaucoup d'utérus, et en plus, ça rime, Balthus, utérus. Donc j'ai dit à Chiara, j'aimerais bien faire un papier peint. Elle a dit ok, et mettre un papier peint, un grand papier peint avec des utérus qui fleurissent comme ça. Et j'avais aussi, j'avais acheté une petite Joconde par internet qui était dans mon jardin, une horreur, vous savez que j'aime bien moi, petites horreurs kitsch comme ça. Donc c'est la Joconde, elle est franco-italienne quand même. Enfin, elle est au Louvre, mais elle est italienne, mais oui, bien sûr, mais enfin, elle est au Louvre. Elle est accueillie temporanément au Louvre. On va pas se battre. Et donc, je me suis dit, il y en a un qui lui a mis une moustache, et ben moi, je vais lui mettre un utérus. Donc, je vais dessiner un utérus, et puis en fait, j'ai écrit sur tout le mur Baltutérus, à la main, au crayon. Donc c'est Chiara qui a gagné. Et tu parlais des proverbes, là, tout à l'heure, de tout cela, il y a 5 minutes. Et les derniers livres, pour te faire venir le plus récent, avant La Villa Médicis, tu avais fait les livres pour la librairie de Marion Goodman, donc à Mon seul désir, avec ton mot possessif. Et à l'intérieur, il y a une citation de Beckett qui dit essayez encore, rater encore. Beckett. Ah, échouer. Pas Beckett. Voilà. Oui, de Beckett. Oui. Ah ben, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, justement. Et c'est la force du dessin, c'est que c'est raté, on jette, c'est juste... Il y a très peu de moyens, il y a un bout de papier, il y a un crayon. C'est simple, mais tout ce qui est simple est le plus difficile en réalité. Mais il y a une sorte de liberté que je ne peux pas avoir pour des grandes installations, surtout s'il y a des computers et tout ça. Donc j'aime beaucoup alterner des choses où je travaille avec des gens, etc. un peu. Et puis en général, justement en été, être chez moi tranquille et avec comme ça une feuille de papier, de l'encre de Chine, de l'acrylique et vraiment barbouillé. J'ai un petit jardin, donc ça sèche très vite au soleil. Si je mets beaucoup d'eau, ça trempe. En fait, j'adore, c'est le mouvement de l'encre de Chine sur le papier mouillé. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Quand je commence à être un peu habile, savoir comment j'arrête. Je dis, oh là là, là c'est la décadence, c'est le début de la fin. Ah ben la fanfare vient nous accompagner. Je voulais faire une sieste quand tu es arrivé. Merci la fanfare. Là, ils sont en forme. Non, mais j'aime beaucoup faire un livre d'artiste, mais ça prend... Enfin, comme c'est une chose vraiment de soi, c'est pas comme un catalogue où il y a des textes. Pourquoi c'est pas comme un catalogue? Vu que j'ai vu pour la Villa Médicis qui a transformé les catalogues dans un livre d'artiste, mais peut-être n'est pas encore un livre d'artiste pour toi, les catalogues de la Villa Médicis. Non, c'est moitié. Non, au-delà de la bagarre du graphiste, mais avec les graphistes. Non. Oui, mais... Tu as plus de liberté, c'est comme une exposition, tu as liberté absolue avec un livre à toi, plutôt qu'avec un... Il n'y a pas d'un... Oui, on a des pages blanches, on fait ce qu'on veut, et c'est difficile, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Actes Sud, il y a longtemps, j'avais fait un livre, mes ouvrages, je me souviens, j'avais écrit au crayon, je tirais des petites photos à l'agrandisseur, grandes comme ça, que je collais. C'est complètement... C'est un enfermement, hein, c'est aussi... Le dessin aussi, c'est dangereux, parce que il faut vraiment être replié. Et c'est la beauté du livre, c'est que pour soi, et en même temps, il faut s'en sortir. Je lis plus de romans, de choses comme ça. J'aime beaucoup, en ce moment, je lis un livre de Franck Venage. J'aime bien lire la poésie
Franck Velan, pour moi, est un très très grand poète. Et il a écrit un livre, c'est un monsieur âgé qui est malade. C'est pas La folle gaieté, mais il s'appelle Requiem de guerre. Et il y a des phrases, des mots. Par exemple, il écrit 7 douleurs, 7 couleurs, point. Et ça revient, 7 couleurs, 7 douleurs. J'ai un livre aussi que je lis régulièrement. C'est des entretiens de Bresson sur le cinéma, et il dit, pour que le courant passe, il faut dénuder les fils. Et je crois que c'est universel dans tout le travail. Mais j'aime beaucoup, en fait, souvent, pas pour aussi pour les dessins, avoir une distance avec... avant, je faisais beaucoup de Polaroid, maintenant j'ai un téléphone. Et donc, je commence un truc, quelque chose dans mon atelier, que je n'appelle pas atelier, mais base 2. Je trouve que c'est un côté plus atelier, ça me fait un peu chier, cette expression. Et en fait, je regarde pas le réel. Donc, je tire la photo sur l'imprimante, je la regarde sur mon téléphone. Et c'est là que j'arrive le mieux à dire ça va pas, ça va pas. Si c'est au mur, finalement, je suis prise par la chose et j'ai besoin d'avoir une distance. Alors même chez moi, si je veux réfléchir, je dis oh ben la vaisselle est sale, oh ben le lit n'est pas fait. Vous voyez tous les trucs qu'on se dit, qu'on remet pour remettre. Donc souvent je vais au café ou dans le métro, je regarde comme si c'est pas moi qui l'avais fait. Puis je dis, oh non, ça va pas, ça va pas. J'ai besoin de cette distance, ça m'apporte beaucoup. Et je travaille de plus en plus comme ça. Et après, ça va pas non plus. Après, il faut encore changer. Est-ce que tu penses que tu seras attiré par une proposition de Dilecta ou d'autres pour un livre d'artiste mais numérique, vu que tu es passé donc des Polaroid à ton iPhone ou ton téléphone? Est-ce que tu aurais envie d'explorer la partie virtuelle et numérique? Peut-être tu as une proposition, moi je ne sais pas. Moi je ne peux pas lire un livre comme ça sur tablette, je ne peux pas. Parce que j'ai besoin de toucher le papier, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin... Au début, tu as dit cette physicité, mais tu trouves un autre type de physicité aussi dans quelque chose de numérique. Ça peut être pas un challenge pour toi de présenter, de projeter quelque chose sur le numérique? Non, c'est exclu. Je ne vois pas. Je regarde énormément de choses par Internet et surtout je commande beaucoup de choses pour mon travail, du matériel, des trucs. Je reçois, c'est toujours... un étonnement parce que c'est pas ce que je croyais. Parfois c'est mieux, mais donc je me sers énormément d'internet, oui, beaucoup. Mais non, je me vois pas. Je sais jamais. J'ai pris des petites vidéos que je voulais retravailler, puis pour l'instant, c'est arrêté. J'ai piqué sur internet. Ben, c'est comme vous voulez, moi. J'ai aussi, quand j'étais jeune, pour séduire quelqu'un, pour séduire des personnes, je leur offrais un livre. Parce que c'est un peu... Tu vois, moi, j'aime ce livre c'est un peu moi... tu vas devenir moi en lisant ce livre. En fait, ça marchait, hein, génial. C'est sublime. Et Annette disait donc un artiste que tu lises, parce que tu m'as parlé à déjeuner d'un futur projet avec des Leporello. Et donc avec qui? Lors du déjeuner, tu m'as parlé d'un Leporello. Oui, un carnet. Oui, j'adore ce mot, je ne sais jamais le répéter. C'est un livre en... Un livre comme un éventail. Voilà. Et pour donner, pour faire cadeau, c'est absolument génial parce que c'est tout petit au départ et ça peut être très grand à l'arrivée. Oui. En fait, j'étais au Japon et j'ai acheté un petit livre comme ça.
Et je me suis dit, parce que je vais faire un petit livre comme ça. Donc, en fait, c'est des utérus qui se déplient. Et il va y avoir une édition de ça, en septembre, je crois. Petite édition. Et ça s'appelle moi, je dis Vaporetto. Un peu comme ça, oui. Leporella. Comment? Leporella. Leporello. Leporello, c'est ça, monsieur Dilecta? Surveillez dur. Moi, je crois qu'il y avait une... Bonjour, je voulais vous poser une question par rapport à l'expo de la Villa Médicis que j'ai vue dernièrement. Et dans la première salle, c'est vrai que j'ai interrogé beaucoup cette symbolique, ce carré de fil, le triangle, la croix. Et ensuite, on passe dans la salle qui est magnifique, avec l'escalier, toutes les suspensions et les miroirs. Et je voulais savoir s'il y avait une explication à cette installation avec ces fils très sobres. Parce que oui, c'est pour une fois que je fais quelque chose de simple. Si vous pouvez me répondre. J'en suis très contente parce que c'est simple. Et ça m'arrive assez rarement. Donc, en fait, j'ai pris de la corde noire, par exemple croisée ou en triangle, et à chaque extrémité il y a un gant noir avec des crayons de couleur qui sortent comme j'ai utilisé. Donc voilà, c'est très très simple. C'était l'entrée de l'exposition, donc je voulais commencer par quelque chose de simple, aller progressivement à la fin où les traversins c'est un peu voilà. C'est des formes très simples et je ne saurais vous donner aucune explication, si ce n'est que j'avais envie de le faire. D'autres questions ou d'autres remarques? Quelqu'un? Ah, pardon. Oui, bonjour. J'aime bien aussi parce que ça peut être très très petit, ça peut être avec un bout de corde comme ça et ça peut se déployer sur le mur, faire 5 mètres de haut. Donc j'aimais bien ce côté passer du minimum au très très grand ou inversement, ça me plaît, que ça puisse changer. Et tout ça, donc dans les publics, oui, quelquefois est revenue la question. Il y avait souvent des questions de la croix Oui, renversée. il y avait des gants crayons avec une croix, et la croix inversée, c'est le diable en réalité. Donc avant, c'était au Palais des Papes à Avignon, et là, le pape, il n'est pas loin à Rome. Hein, donc, c'est pour lui faire un coup de question. Oui, moi, je voudrais juste revenir sur votre rapport au livre. Parce que je vis un peu la même chose avec les livres que j'ai. Je trouve que c'est un rapport très charnel, quoi. On rentre dans le livre, j'écris sur tous mes livres. Je le touche, je le corne, je le maltraite. Oui, moi aussi. J'adore ça, oui. Mais je le maltraite avec un amour, je dirais, indéfinissable, quoi. Mais je me l'approprie, je fais corps, je veux que mon livre fasse corps avec moi, c'est un peu ça. Et vous parliez de vos catalogues. Et effectivement, sur les catalogues d'artistes que j'ai, alors, est-ce que c'est de la pudeur ou de la peur? C'est comme si je m'attaquais à l'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc sur un catalogue d'artistes où il y a les reproductions, les textes, je n'ose rien faire. Ça me terrorise. Il y a une espèce de terreur qui se crée. Et c'est comme si j'étais face à l'œuvre et que je veuille la lécher, la toucher. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que le catalogue absente mon corps. Donc c'est un tout autre rapport. Oui, c'est totalement différent, mais c'est plus de l'information ou c'est un rappel parce qu'on a vu une exposition ou des gens qui peuvent pas voir l'exposition. Mais c'est autre chose. C'est pas. D'un autre côté, il y a des textes, moi je les lis peu,
mais qui apporte quelque chose. Qui apporte quelque chose, mais c'est un objet qui est froid, enfin, qui... Oui. Ah non, ça n'a rien à voir, effectivement, oui. Oui. J'ai fait plusieurs livres avec un éditeur que j'aime bien, en dehors de Monsieur Dilecta, Xavier Barral, que j'aime beaucoup, et lui ne veut pas faire de catalogue. Mais j'en ai fait un pour le Centre Pompidou. Ça ne l'intéresse pas. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas de faire un catalogue avec des pages comme ça, on me donne les hectares, etc. Mais il réussit à s'approprier, justement, il est très inventif. Et j'ai fait plusieurs catalogues avec lui, et c'est autre chose. Mais alors, il faut vraiment aussi travailler avec l'éditeur, faut vraiment... C'est beaucoup de temps aussi. C'est un travail intéressant, hein, parce que c'est quelqu'un en même temps qui respecte le travail de l'artiste. Jamais il se met en avant, ou il me fait des propositions, je dis c'est nul, c'est pas bien, ça me plaît pas. Donc il retire, ou s'il insiste, s'il pense. Mais il respecte vraiment, il prend pas la place... Peut-être une autre question, une autre remarque? Bon, mais sinon, on peut prolonger autour des livres d'Annette qui sont en bas sur le stand de la librairie. Encore une fois, merci d'être venu. Et voilà, et à tout de suite.